Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Une cour constitutionnelle à la place d'un conseil, réduction des pouvoirs du procureur, digitaliser davantage les procédures judiciaires, le dialogue national livre ses résultats, restitution des travaux ce mardi. Pour en parler, nous recevons Madiao Diao, membre de la commission réforme. Il est l'invité du 20h. Comment préserver l'environnement, restaurer les sols, régénérer les forêts et atteindre l'autosuffisance alimentaire? Un quadruple défi à relever, l'agroforesterie est une des solutions. L'activité peine à se développer ce 4 juin et célébrer la journée mondiale de l'environnement. La lagune de la Saumon respire après les travaux de dragage. Les pèlerins sénégalais se recueillent sur la tombe du prophète de l'islam, Sayyidina Mohamed, rués vers ce lieu sacré avant le début du pèlerinage. La ville de Médine est la première étape avant de se rendre à la Mecque. Nous serons avec nos envoyés spéciaux en Arabie Saoudite. Des sourds muets qui maîtrisent et écrivent le Coran, c'est à découvrir dans cette édition. Ils sont à Touba dans la rubrique Société de ce mardi. Focus sur cet apprentissage inclusif qui réduit les clivages. Bienvenue à tous. Le ministre des Forces armées salue les performances de la gendarmerie nationale en termes d'acquisition d'équipements et de moyens d'intervention pour prendre en charge la sécurité des personnes et de leurs biens. Le général de corps d'armée, Biram Diop, était en visite à l'état-major de la gendarmerie nationale au quartier Samba Diéry Diallo. C'est tout un arsenal qui lui a été présenté. Moussa Mané. Les honneurs pour accueillir le ministre des Forces armées au quartier Samba Diéry Diallo. Après avoir rencontré le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le ministre a eu droit à une présentation sur la montée en puissance de la gendarmerie nationale. Montée en puissance en termes de cadre de vie et de travail, en termes de mise à disposition d'équipements et de matériel, en termes d'acquisition de nouvelles compétences de pointe. Cette présentation et ces visites nous ont permis d'avoir la certitude que la gendarmerie est prête pour exécuter dans des conditions optimales la mission républicaine, constitutionnelle que le Sénégal a bien voulu lui confier. Institution au parcours très élogieux, la gendarmerie nationale doit faire face aujourd'hui à des défis sécuritaires multiformes. Pour mieux prendre en charge ces défis, elle peut compter sur le soutien des nouvelles autorités étatiques. Je puis ici vous confirmer leur meilleure disposition à accompagner la gendarmerie pour qu'elle continue sa montée en puissance de manière coordonnée, de manière cohérente avec toutes les autres montées en puissance en cours dans les différentes composantes de notre système de sécurité. Le ministre des Forces armées a aussi appelé la gendarmerie nationale à travailler de manière concertée et coordonnée avec les autres forces de défense et de sécurité. Ceci pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations. La gendarmerie est également une force qui se veut humaine, robuste et moderne. Par conséquent, elle doit non seulement épouser cette nouvelle réalité créée par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, numériser, digitaliser tout ce qu'elle doit numériser, digitaliser, commencer à réfléchir sur la plus-value que l'intelligence artificielle peut lui apporter. La gendarmerie doit aussi, parce qu'elle se veut humaine, tendre la main aux populations qui sont sa raison d'être, pour qu'ensemble, elles puissent prendre de manière correcte les préoccupations sécuritaires. Soucieux des conditions sociales des gendarmes, le ministre des Forces armées a salué le programme de construction de logements initié par les autorités de la gendarmerie nationale. En rapport avec l'entreprise, il a appelé la gendarmerie nationale à créer un véritable écosystème au bonheur des futures familles qui vont occuper ces centaines de logements. Les assises nationales de la justice ont pris fin ce mardi, entre autres mesures fortes. Une cour constitutionnelle
À la place d'un conseil, la réduction du pouvoir des procureurs, des pouvoirs du procureur de la République, la digitalisation du système judiciaire pour amoindrir les lenteurs dans le traitement des dossiers, des recommandations qui ont été justement formulées après une semaine de travaux et de réflexions et qui seront transmises au président de la République, Anaïs Nyanyamane. Une des recommandations phares de la Commission de la réforme de la justice, la réduction des pouvoirs du procureur de la République. Après plus d'une semaine de réflexion, ces panélistes proposent également une cour constitutionnelle en lieu et place du Conseil constitutionnel. Ces recommandations portent sur la limitation des pouvoirs du procureur de la République, une plus grande compétence aux juges d'instruction, l'instauration d'un juge des libertés et de la détention, la mise en place d'une cour constitutionnelle en lieu et place du Conseil constitutionnel, une révision des codes existants, code pénal, code de procédure pénale, code de procédure civile, code de la famille, entre autres. Il est à noter qu'un large consensus s'est dégagé autour de 2 points. Il s'agit de la refondation de la justice et la césure à opérer avec ces symboliques issus de la colonisation pour qu'elle soit le reflet de nos valeurs propres et pour que cette justice soit plus souveraine. Par ailleurs, à la commission modernisation, pas de consensus sur le maintien ou non du président de la République au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Les points de convergence, c'est qu'il faut aller vers un Conseil supérieur autonome. Donc l'autonomisation également du juge de l'application des peines. Il faut comprendre à ce niveau que du fait du nombre réduit de magistrats, présentement on a 530 magistrats. Donc les magistrats exercent plusieurs fonctions. Et le JAP, c'est une fonction qui est exercée à côté d'autres fonctions. Pour une plus grande efficacité, la Commission est d'accord pour une autonomisation du JAP, du juge de l'application des peines, pour qu'il puisse faire son travail de manière optimale et efficace. Améliorer les conditions de prise en charge du justiciable à l'accueil du détenu, des usagers, des victimes, bref, améliorer en tout cas l'accueil, l'orientation du justiciable, sa prise en charge. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, salue cet engagement collectif. Des discussions qui se sont tenues dans une bonne ambiance et qui ont permis de produire un document qui peut marquer un tournant dans l'histoire de la justice sénégalaise. Ce dialogue national a été bien plus qu'une simple série de débats. C'était une démonstration de notre engagement collectif envers l'idéal de justice, un rappel de notre responsabilité envers chaque citoyen et chaque communauté et une affirmation de notre volonté de construire un avenir où la règle de droit est respectée et où la justice est accessible à tous, sans distinction. Les recommandations issues de ce dialogue doivent être mises en œuvre avec rigueur et détermination. Les recommandations issues de ce dialogue seront soumises d'abord à la commission technique, puis au chef de l'État. Ces différentes contributions devront permettre de renforcer et de moderniser le système judiciaire sénégalais. Et justement, pour mieux parler de cette actualité autour du dialogue national, la réforme et la modernisation de la justice et ses conclusions de ce mardi, nous recevons M. Madior Diaw, magistrat. Et puis, il est l'observateur national des lieux de privation de liberté et membre de la commission réforme de ce dialogue national. Alors, M. Diaw, 3 fortes mesures, pas de conseil constitutionnel, une cour, la réduction des pouvoirs du procureur, mais également la digitalisation sur le premier point, sur la cour, justement, constitutionnelle. Qu'est-ce qui va réellement changer? Est-ce que ce n'est pas que le nom qui va changer?
Je vous remercie, M. Diadio, de votre invitation sur ce plateau de rêve de la RTS de 20h. Comme vous dites, des décisions, je n'irai pas jusque-là. Je dirais tout simplement des réflexions qui ont été émises et partagées entre acteurs de la justice, mais également entre des populations, des citoyens lambda. Donc ceux pour qui véritablement la justice est rendue. Donc nous avons réfléchi pendant 6 jours, 4 jours d'affilée, repos le week-end pour reprendre le lundi et terminer aujourd'hui. 6 jours de partage dans 2 grandes commissions, réforme et modernisation, et chaque grande commission divisée en 2 sous-commissions. J'étais moi personnellement dans la commission réforme, la grande commission réforme, et dans la sous-commission acteurs de la justice. Nous avons réfléchi sur tout ce qui concerne les acteurs judiciaires, du magistrat au plus petit personnel judiciaire. Personne n'a été laissé en rade. Il s'agissait tout simplement de faire véritablement le ramassis de toutes les conditions dans lesquelles évolue ce personnel judiciaire de manière générale. Et à côté de cela, nous avons également discuté du Conseil supérieur de la magistrature, sa composition. Est-ce que le président de la République doit continuer à rester dans le Conseil supérieur de la magistrature ou doit-il en sortir? C'est juste des idées, encore une fois. Il n'y a pas eu de consensus sur la question. Il faut dire que dans la commission où j'étais, véritablement, le principe qui s'est dégagé de manière générale, c'était son maintien dans la commission acteurs judiciaires. C'était véritablement la décision la plus partagée. Mais il faut dire que quand même, ce n'était pas l'unanimité. Il est évident que sur cette question, vous ne pouvez pas avoir l'unanimité. Mais l'UMS a eu à dégager une position et nous autres magistrats, nous sommes alignés à cela parce que décision que nous avons mûrement réfléchi après avoir organisé une assemblée générale extraordinaire à l'aune de ces assises qui viennent de se terminer. Vous parlez de réflexion, pas de décision, mais tout le monde s'attend aujourd'hui à savoir qu'est-ce qui va réellement changer si on sort d'un conseil pour aller vers une cour constitutionnelle. La réflexion a porté exactement sur quoi ce changement a apporté dans le cadre de la réforme de la justice? Personnellement, je n'étais pas dans la sous-commission où on discutait de cette question. Mais de manière générale, quand on parle de cour constitutionnelle, en lieu et place du Conseil constitutionnel, c'est pour davantage donner beaucoup plus de pouvoir à la nouvelle institution qui pourrait être créée. On a l'habitude de le dire en ironisant par le passé que le Conseil constitutionnel, c'est le Conseil de l'incompétence. Chaque fois que vous le saisissez, c'est incompétent. Parce que c'était dû à un bloc de constitutionnalité qui faisait que véritablement ce Conseil ne pouvait pas aller au-delà des matières qui lui sont dévolues. Maintenant, avec une Cour constitutionnelle, elle pourra peut-être mieux se déployer et avoir beaucoup plus de compétences. Naturellement, on va s'attendre à une ouverture véritablement du point de vue des attributions de cette Cour constitutionnelle. Ça veut dire que le président n'aura pas son mot à dire sur la composition de la Cour ou c'est lui qui choisirait justement les membres? Mais naturellement, pour ce qui est des choix, c'est des magistrats. Les magistrats, quel que soit, de quelque bord qu'ils se situent, sont désignés par le président de la République. C'est par décret. C'est par décret. Naturellement, ça ne pourra pas changer. Peut-être la différence aura peut-être la clé de répartition. Et ça, on en a connu par le passé. Au départ, c'est le président qui était le seul habilité à nommer les membres du Conseil constitutionnel. Mais chemin faisant, il y a eu la réforme. On s'est dit finalement qu'ils ne nomment pas tout le monde, ils nomment du moins tout le monde, mais pour la proposition, une part sera réservée au président de l'Assemblée nationale, qui lui propose 2 éléments, parmi lesquels il va faire son choix. C'est dire que véritablement, depuis un certain temps, la réflexion est là, et de plus en plus, le président de la République, pour ce qui est véritablement ses compétences exclusives, est en train véritablement de partager avec d'autres pouvoirs. Mais naturellement, il va de soi que quel que soit le scénario qui va être retenu, Conseil ou Cour constitutionnelle, c'est des magistrats qui seront nommés par la plus haute autorité. Toujours sur la question de la réforme, les pouvoirs du procureur qui seront réduits, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Vers quoi on va aller? Vers quoi on va aller? Dans la commission où j'étais, par exemple, on s'est dit que le procureur avait trop de pouvoirs et qu'il faut véritablement aller dans le sens de réduire ses pouvoirs. C'est quoi trop de pouvoir? On a visé, par exemple, les dispositions des articles 139 et autres. C'est-à-dire toutes les dispositions où, lorsque le procureur de la République requiert le mandat de dépôt, le juge d'instruction a presque les mains liées. Non, il n'est pas possible qu'un magistrat
de surcroît, dépendant de l'autorité politique, le ministère de la Justice, qui est son supérieur hiérarchique, que ce magistrat puisse décider et que le juge d'instruction, qui est un magistrat indépendant, un magistrat du siège, ne puisse pas dire non par rapport à ce qui lui est demandé. Par exemple, on a proposé à ce que cela soit réformé. On se dit également que pour ce qui est du mandat de dépôt, parce que le procureur de la République, la seule hypothèse où il a la possibilité, lui, de prendre directement un mandat de dépôt, c'est en matière de flagrant délit. Et même dans ce cas, on se dit non, il n'est plus question qu'il en décide et qu'il faudra envisager de mettre un juge de la mise en liberté et de la détention qui va en décider. Le procureur, dans ce cas, fera son réquisitoire qu'il va soumettre à ce magistrat du siège indépendant et qui prendra véritablement la décision. On ne va pas parler de toutes les réformes que vous envisagez de faire, mais on va s'appesantir sur la réforme du Code pénal. Tout à l'heure, dans le reportage, on a entendu réforme 2, mais sur le Code pénal, qu'est-ce que votre commission a proposé? Sur le Code pénal, la réflexion, déjà, il faut le dire, est enclenchée. Depuis que je suis magistrat, je dis bien, depuis le centre de formation judiciaire en 1998 jusqu'à aujourd'hui, on ne cesse de réformer le Code pénal et le Code de procédure pénale. Tout récemment, avant ces assises, j'ai été convié par le secrétaire général du gouvernement à un séminaire de partage au niveau de Thiès pour discuter des propositions de réforme qui ont été véritablement sur la table pour revoir les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale. Essentiellement, dispositions qui tournaient autour de la détention. C'est comme on a dit tout à l'heure sur les pouvoirs du procureur de la République. Naturellement, c'est comme si véritablement c'est le seul magistrat. Tout le monde tire vers lui. Et pourtant, c'est une belle magistrature. Je vous dis que je suis procureur depuis que je suis dans ce corps. C'est que des procureurs tiennent cette maison et peuvent véritablement marcher la trajet haute. C'est un mauvais procès qu'on leur fait parfois. Mais des procureurs ont eu des positions courageuses dans ce pays. Et dans des instances où personne ne croirait véritablement qu'il allait prendre de telles positions. Bien sûr, on va écouter justement un des acteurs de cette commission, de ce dialogue national, avec Agnès Yanamane qui lui a tendu son micro, tout comme d'autres personnes qui ont bien voulu réagir. Nous avons, au cours de nos travaux, discuté de plusieurs sujets aussi importants les uns que les autres. Les valeurs et les perceptions de la justice, son fonctionnement et son organisation, les acteurs et usagers, le Conseil supérieur de la magistrature, le régime de privation des libertés, le délai de traitement des procédures judiciaires, la prise en charge de la criminalité économique et financière, la spécialisation des juges et des juridictions, etc. Sur les rapports entre la justice et les réalités culturelles sénégalaises, nous avons eu des points de consensus forts sur des questions essentielles qui préoccupent les citoyens sénégalaises et sénégalais. Il s'agit de la limitation des pouvoirs du procureur de la République, de la mise en place d'un juge des libertés et de la détention, de l'accès à la justice, surtout à la justice administrative. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'insister sur des axes majeurs de réforme ressortis de nos discussions. La décentralisation de la justice administrative pour assurer une meilleure protection des justiciables, le désengorgement des juridictions par un transfert des procédures civiles, notamment celles liées à l'état des personnes aux maisons de justice, la digitalisation pour simplifier les procédures, ainsi que la réforme de la carte judiciaire. Babacar Gueye, facilitateur de ce dialogue national qui est revenu sur plusieurs questions que nous avons évoquées tout à l'heure. Mais pouvons-nous revenir sur cette justice qui serait le reflet de nos valeurs propres? Est-ce à dire qu'il faut tout jeter dans la poubelle parce que les textes, sans doute, on les a hérités du colonialisme? Naturellement pas. Parce qu'il faut dire, il y a du bon. Il y a du bon. Mais, comme on le dit, toute activité, à un certain moment, a besoin véritablement d'être revue.
depuis les indépendances, avant même, on a hérité de cette justice. Et que du chemin a été fait. Et tout n'est pas mauvais. Je vous assure que tout n'est pas mauvais. Mais il y va de soi que l'activité humaine, naturellement, à un certain moment, il est bon de s'arrêter, de se regarder dans la glace et de voir véritablement les choses à corriger. Bien sûr, surtout dans... Les corrections, il y en aura très certainement. Mais alors, tout n'est pas mauvais. Alors, pour moderniser davantage, il faut digitaliser. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas ne pas s'y faire, c'est dans l'air du temps. Est-ce que ça peut déteindre sur la prise en charge du justiciable? Vous êtes justement de l'Observatoire national. Naturellement, pour prendre déjà le système de protection de ces détenus, leur enregistrement, la disponibilité des données de manière instantanée. Mais pourtant, il existe un système comme cela au niveau de l'administration pénitentiaire, le SINOD. Mais malheureusement, qui à certains points du territoire n'est pas fonctionnel. Parfois, vous avez même un problème de connexion, un problème véritablement d'électricité dans certaines localités. C'est pour vous dire, encore une fois, et pour me répéter, qu'il y a du bon. Le problème, c'est véritablement les moyens qu'il faut pour soutenir toute cette politique-là. Aujourd'hui, qu'on a véritablement une volonté clairement exprimée de l'autorité qui vient de prendre les rênes de ce pays, on peut véritablement encore espérer. Mais tout n'est pas mauvais, il y a du bon. Merci Madiaw Diaw. Bien, justement, nous allons parler d'une autre question qui sans doute pourrait, c'est la digitalisation encore, en cours pour la Poste cette fois-ci, repenser le modèle de cette entreprise, c'est ce que préconise le ministre de la Communication, des Télécommunications à l'USL, qui a salué la résilience des travailleurs de cette boîte qui traverse une crise face justement à ces défis, endettée avec un pléthore d'agents. L'entreprise a perdu une bonne partie de son marché sur la livraison de colis et tarde à entrer dans l'ère du numérique. Le résumé avec Oumou Kalsoum Sall. C'est des hommes et des femmes très peinés par la situation de leur groupe qui ont accueilli le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Les travailleurs de la Poste sont résilients mais souffrent. Ces mots sont du porte-parole du personnel. Il a dénoncé la malgouvernance qui a plombé l'entreprise ces dernières années. Recrutement abusif, dépenses inopportunes, manque de prospection, autant de problèmes qui ont mis à genoux la Poste. Je disais, à travers les discussions, nous avons écouté les acteurs pour qui nous avons un profond respect et de la considération face à la résilience dont ils ont fait preuve, face aux difficultés économiques que le secteur de la Poste rencontre maintenant depuis quelques années. Quelqu'un me disait tantôt que la Poste n'était pas simplement une entreprise, c'est un patrimoine national qu'il faut absolument préserver. Donc, qui dit patrimoine national, dit l'État du Sénégal, qui est quand même, qui a le devoir d'accompagner, en tout cas, ce secteur vital pour l'économie du Sénégal, dans un délai très court, et c'est de voir dans quelle mesure l'État pourrait apporter des solutions concrètes et surtout pérennes. Du renouveau, c'est ce qu'annonce le ministre pour sortir la boîte de cette crise. La Poste devra s'adapter aux exigences du secteur. Aujourd'hui, nous assistons à une baisse des volumes des courriers traditionnels. On sait qu'aussi la concurrence aussi, elle est de plus en plus accrue par le secteur privé. Il y a aussi une exigence des usagers qui demandent de plus en plus de services. Et c'est pour ça on pense que la Poste devrait repenser son modèle et essayer de l'arrimer en tout cas à une nouvelle façon de faire et surtout d'utiliser les nouvelles technologies de l'information qui permettrait aujourd'hui d'avoir une offre de services beaucoup plus compétitive sur le marché. La nomination d'un cadre de la boîte à la direction générale est un signal fort. Selon le ministre de l'engagement des autorités, à toujours prendre en compte les attentes des travailleurs. La BCEAO maintient son taux directeur à 3,5% dans l'Union. Le taux de croissance est estimé à 5,1% au premier trimestre 2024 et plus de 6,1% attendu pour l'ensemble de l'année 2024. Concernant l'inflation, il se situe à 2,8% au premier trimestre 2024. L'amélioration de la situation des comptes extérieurs de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a été
évoqué lors de la deuxième session du comité de politique monétaire de la Banque centrale. Salut Sec. Le maintien du principal taux directeur auquel la Banque centrale prête ses services aux banques à 3,5% est l'une des décisions majeures prises à l'issue du comité de politique monétaire. À cela s'ajoute le taux d'intérêt sur le guichet de prêt marginal à 5,50%. Des décisions prises dans un contexte caractérisé par un dynamisme de l'activité économique au premier trimestre 2024. Au sein de l'Union économique monétaire ouest-africaine, l'activité économique est demeurée dynamique au premier trimestre 2024, avec une croissance estimée à 5,1%. La bonne tenue de l'activité dans l'ensemble des secteurs laisse augurer pour l'année 2024 une croissance robuste, projetée à plus de 6% après 5,3% en 2023. Un autre fait observé durant le premier trimestre 2024, la faible hausse du taux de l'inflation à 2,8%. L'inflation s'est située à 2,8% au premier trimestre de l'année 2024, se maintenant dans la fourchette cible de 1 à 3%. L'inflation sous-jacente a pour sa part baissé pour se situer à 2%. Cette réunion du comité de politique monétaire a permis d'évoquer d'autres points comme l'amélioration de la situation des comptes extérieurs de la BCEAO. Nous avons bénéficié de l'évolution favorable des termes de l'échange, particulièrement de la baisse des cours des produits énergétiques importés, de la hausse des prix de nos principales matières premières exportées, à savoir l'or, le cacao, le coton et le caoutchouc. Par ailleurs, les mobilisations importantes de ressources extérieures effectuées par certains États au premier trimestre de l'année 2024 ont conforté nos comptes extérieurs. Le financement de l'économie est aussi évoqué lors de cette rencontre. Il demeure vigoureux avec une progression des crédits à l'économie de 5,1% à fin mars 2024. Au cours des prochains mois, le comité politique monétaire devra analyser l'évolution de l'inflation ainsi que la situation économique, financière et monétaire. Et des mesures idoines seront prises pour assurer la stabilité monétaire de la zone. Passation de service à la tête de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes d'RFJ, Mam Abissei, a passé le témoin à Aïssatou Mbouch, qui a décliné ses ambitions pour faire rayonner l'institution. Mamadou Sakine. Réussir l'autonomisation économique et l'inclusion sociale des femmes et des jeunes, c'est l'objectif de la nouvelle déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide de ces deux couches de la société. J'ai juré de ne pas faire d'exclusion. Je n'en ai pas le droit. Ce n'est pas ce qu'on m'a demandé de faire. On m'a demandé d'être inclusif. On m'a demandé d'avoir une approche maternelle. On m'a demandé d'avoir de la tolérance. On m'a demandé d'avoir de la compréhension à tous les niveaux. Aussi bien au niveau des bénéficiaires, de les servir, qu'au niveau du personnel de la DER. Aïssatou Mbouch, plus connue sous le nom de Aïda Mbouch, compte sur l'équipe existante pour réussir sa mission à la tête de la DERFJ. Nous allons devenir une famille, mesdames, messieurs, les membres du personnel. Nous allons entamer une aventure exaltante, celle de servir, celle de changer des vies. Nous allons, avec nos bénéficiaires, développer les terroirs. Nous allons, ensemble, sur le terrain, trouver nos cibles, les autonomiser, les inclure, avoir une approche salutaire pour les associer à ce que nous faisons. La déléguée générale sortante part avec le sentiment du devoir accompli. On a su en tous les cas écrire, avec nos moyens, en apprenant à nous connaître, des pages. Je ne dirais pas les plus belles pages, parce que on s'enlève du parfait, c'est du domaine d'Allah. Mais je dirais que nous allons tenter de répondre au maximum, avec tout l'engagement et toute la célérité. Mam Abissei quitte ainsi la DERFJ. Après avoir salué les qualités de son successeur, elle a exprimé son vœu de plein succès à Aïda Mbouch. L'agroforesterie pourrait être une solution pour la restauration des sols, l'autosuffisance alimentaire et la régénération
des forêts. La journée mondiale de l'environnement est célébrée ce 4 juin au Sénégal en prétexte pour poser le débat. L'Association des journalistes pour la transparence dans les ressources extractives et la préservation de l'environnement a tenu une journée afin d'évoquer les problèmes qui entravent le développement de cette activité. L'image de la désolation, de la dégradation. Les terres sont menacées un peu partout dans le monde, entraînant ici des conséquences désastreuses. Face à une telle situation, il est important, voire nécessaire, de prendre des mesures pour sauver l'environnement. La Journée mondiale de l'environnement est donc une occasion pour conscientiser davantage les masses. La restauration des sols, la régénération des sols, la restauration des forêts. Et nous avons estimé que l'agroforesterie reste l'un des moyens les plus sûrs et les plus efficaces pour arriver à ces résultats-là. Parce que l'agroforesterie, c'est cette capacité-là que nous avons d'utiliser des arbres dans nos différents champs, tout en continuant à faire de l'agriculture dans ces champs-là. Donc, utiliser des arbres qui vont fertiliser le sol, qui vont également stabiliser le sol. Stabiliser le sol pour éviter l'érosion tout en participant à améliorer les rendements. L'agroforesterie joue donc un rôle non négligeable dans la vie quotidienne de l'homme. L'agroforesterie, nonobstant son rôle dans l'atténuation des effets du changement climatique, contribue à renforcer la durabilité et la résilience climatique du système alimentaire des communautés rurales à travers l'amélioration des rendements agricoles et l'accroissement des revenus. L'agroforesterie contribue aussi à l'amélioration des écosystèmes naturels pour la conservation des habitats, mais également de la biodiversité. Pourtant, le constat va de mal en pis à l'échelle mondiale avec des chiffres qui renseignent sur la dégradation des sols, surtout au moment où le dérèglement climatique ne cesse de constituer une question d'actualité. En Afrique, depuis plusieurs décennies, les phénomènes de dégradation des terres et de désertification connaissent des proportions très inquiétantes. Cette tendance est également notée au niveau mondial avec des chiffres alarmants. Certaines données estiment aujourd'hui que 40% des terres de la planète sont dégradées, affectant directement la moitié de la population mondiale. Notre pays, malgré tous les efforts déployés pour la promotion d'une agriculture durable, reste encore confronté à une dégradation des terres arables. D'où la nécessité pour tout un chacun de s'investir pour sauver ce qui peut l'être encore. Nous avons estimé qu'en tant que journalistes, nous avons un rôle crucial à jouer. Il a toujours été joué par des hommes et des femmes de médias, mais il peut être continué à être joué, ce rôle-là, pour apporter plus d'engagement. Déjà en 2015, la FAO renseigne à travers son rapport sur l'évaluation des ressources forestières mondiales, estimant les pertes en forêt à 40 000 hectares par an pour le Sénégal. De toutes ces pertes forestières, 37,5% sont liées aux activités agricoles, parce qu'il y a des défrichements. 25% du fait de la production illégale de charbon. 25% à cause des feux de brousse, qui sont également un phénomène à combattre. Et 12,5% pour les besoins d'exploitation minière. Des chiffres qui risquent sans doute de connaître une augmentation liée aux exploitations minières, surtout dans la partie orientale du Sénégal. C'est pourquoi l'agroforesterie est considérée comme une voie de salut pour assurer une résilience des écosystèmes. Et puis Somone qui retrouve sa lagune dans sa splendeur financière à hauteur de 180 millions de francs CFA. Les travaux de réhabilitation et de dragage de la lagune ont été réceptionnés par le ministre de l'Environnement. Au-delà de l'aspect préservation de l'environnement et de cet écosystème, cette réhabilitation va permettre au développement des activités économiques communautaires. Mamoudou Sakine. Aire marine protégée de la Somone. Cette réserve naturelle qui s'étend sur plus de 4000 hectares affiche un nouveau visage. C'est le résultat de la réhabilitation de certains ouvrages, mais aussi du dragage pour restaurer les milieux naturels. La lagune était confrontée à un certain nombre de problèmes parce que la spécificité de cet écosystème, c'est qu'elle reçoit de l'eau saumâtre, mais également de l'eau douce. Et
Ça, c'est très utile pour le maintien de l'écosystème. Mais à un certain moment, l'eau douce n'arrivait plus au niveau de la lagune de Somone et ça avait perturbé les écosystèmes, ça avait perturbé les espèces. Financée par l'Union européenne, la restauration de la lagune entre dans le cadre du projet Changement climatique et de gestion intégrée des zones côtières du Sénégal. Les travaux qui ont été réalisés, notamment au niveau du pont de Tchafoura, du pont Idriss Seck, je crois du pont catholique, et également le dragage, c'était pour un coût, je crois, de 180 millions de francs CFA. C'est dans le cadre du projet de plus de 3 milliards financé par l'Union européenne. Au-delà de l'aspect préservation de l'environnement, cette réhabilitation va permettre un développement des activités économiques communautaires. Grâce aux travaux que vous réceptionnez aujourd'hui, les activités économiques vont être développées considérablement. Elles sont très souvent menées par les femmes, ce qui m'amène à dire que valoriser la mangrove de façon durable et réhabiliter la lagune de la Somone, c'est également renforcer l'autonomisation des femmes qui sont les principales actrices de cet écosystème. L'autre défi est de lutter contre la forte pression foncière autour de la lagune de la Somone. La direction des aires marines protégées mène depuis 2020 des actions de conservation, de surveillance, de monitoring et de restauration de la zone. Une autre équation à résoudre: comment conserver durablement l'agrobiodiversité. Cette problématique était au centre d'une rencontre de restitution des acteurs du projet Seed Attach. Pendant 48 heures, ils ont partagé leur expérience à Thiès pour permettre au Sénégal d'atteindre la souveraineté alimentaire. François Sec. Ce retour d'expérience a permis aux acteurs de l'agriculture de présenter les résultats du projet Seed Attach, un espace de dialogue pour la conservation juste et équitable de l'agrobiodiversité. Cet atelier, c'est un autre volet de la génétique et de la biodiversité végétale qui est abordé. C'est la variabilité des semences qui a été acquise par l'histoire, par les paysans, en sélectionnant leurs variétés végétales pour que ces variétés soient le mieux adaptées possible à leur environnement. Et donc c'est une autre source de richesse, notamment en vue de l'adaptation au changement climatique et en vue de la souveraineté alimentaire. C'est une deuxième phase donc de cette richesse génétique. Cette démarche, qui se veut transdisciplinaire, a réuni une cinquantaine de participants, chercheurs représentant des cases de semences d'organisations paysannes, partenaires financiers et décideurs publics. L'objectif étant d'analyser les dispositifs communautaires pour une bonne conservation des semences. Pour ce faire, une nouvelle approche est préconisée. Ce projet aujourd'hui qui est restitué, c'est quand même une initiative qui a duré plus de 10 ans et qui montre un petit peu la place et le rôle de ces semences-là dans l'atteinte des politiques stratégiques que l'État sénégalais met en œuvre. Mais également, au-delà, moi, c'est de voir un peu émerger une initiative nationale, mais régionale autour de ces semences-là pour pouvoir répondre à cet appel de l'État. Dans cette synergie d'action, l'aspect culturel sera intégré au projet pour une meilleure appropriation des stratégies. Il s'agit de mutualiser les outils pour atteindre à terme la souveraineté alimentaire. Cette synergie d'action entre les chercheurs, entre les organisations paysannes vont dans ce sens-là pour accompagner l'État du Sénégal dans cette atteinte de souveraineté. La recherche a eu à jouer un rôle important dans la valorisation des données. Et il faudrait qu'on puisse maintenant mettre à l'échelle tout ce qu'on a eu comme résultat sur ces semences paysannes et aussi faire cette connexion entre les semences paysannes et les semences certifiées pour qu'ensemble qu'on puisse atteindre cette souveraineté. Initié depuis plusieurs années, le projet Seed Attach est en passe de devenir un outil incontournable de conservation durable de l'agrobiodiversité. Quelques jours avant le début du pèlerinage à la Mecque, Médine est devenu le passage obligé, presque, pour les fidèles musulmans venus accomplir le 5e pilier de l'islam. Depuis hier, la mosquée du prophète Mohammed est le lieu de convergence des Oudjadj. Ils viennent se recueillir sur la tombe du messager de Dieu, envoyés spéciaux dans la ville sainte, Maman Moussa Nior et Moussaba.
Dans l'ouest de l'Arabie Saoudite est située Al-Madina Al-Munawara, la ville lumineuse, ou encore Madinatou Nabi, la ville du prophète, le prophète d'Allah. Dans le centre-ville, le grand édifice qui fait office de mosquée du prophète est un important site de pèlerinage islamique. Son immense dôme s'élève au-dessus des tombeaux du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et des premiers dirigeants islamiques Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab. Ce matin, ce sont des milliers de fidèles musulmans qui ont pris d'assaut le site religieux. Ils viennent de tous les coins du monde pour surtout prier dans la mosquée Al-Khiblatan, réputée comme étant le lieu où le prophète Mohammed a reçu l'instruction de se tourner vers la Mecque au moment d'effectuer la prière. Médine est là où le premier État musulman fut bâti. Oh, elle est merveilleuse, c'est une ville magnifique, avec tous les atouts de notre destin qui est le régime musulman. Donc on est là, on a vraiment le sentiment d'être ailleurs, on a le sentiment de flotter. C'est ça qu'on ressent. Ce qu'on ressent dans le cœur, on ne peut même pas l'exprimer par des paroles. C'est une sensation formidable, merveilleuse. Vous avez prié pour le Sénégal? Oh oui, j'ai prié pour la paix du cœur, la paix dans nos foyers, la paix dans notre pays, la paix dans le monde entier. Parce que c'est ça qui fait qu'on puisse vivre en harmonie partout où on va. Ce matin, on a été à Médine, à la mosquée du prophète, rendre visite au sceau des prophètes, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était une étape qui était pleine d'émotions. On a prié pour le Sénégal, on a prié pour nos foyers, on a prié surtout pour la RTS, qui nous a permis de venir accomplir notre 5e pilier de l'islam. Autre endroit à visiter à Médine, les tombes des 2 premiers califes, Abu Bakr et Omar, dans la mosquée du prophète à Médine. Le 3e calife Osman et plusieurs compagnons sont enterrés dans le cimetière de la ville Al-Baqiya. Parmi les mosquées à visiter, celle de Khouba, la première mosquée de l'islam. Ici, une prière au salat accomplie équivaut à une récompense d'un petit pèlerinage à la Mecque Umrah. C'est pourquoi la ville du prophète est de plus en plus fréquentée par les pèlerins, comme c'est le cas en période de Umrah ou de pèlerinage. Médine a été une prouesse pour moi, une récompense divine. J'ai vécu pendant toute ma carrière d'enseignant, je n'ai pas pu venir à la Mecque. Il a fallu que j'aille à la retraite 15 ans après pour avoir l'opportunité d'être là, par le biais de mon enfant. Je crois aussi que c'est ça l'avantage d'avoir des enfants. Et je crois qu'à partir de ce pèlerinage, et tous les Sénégalais que vous rencontrerez vous diront qu'ils ont fait la même prière, la paix et la concorde au Sénégal. Et je souhaite autant. À la RTS aussi, je souhaite que cette place privilégiée que vous avez toujours occupée, que vous puissiez tout de suite la retrouver. Le temps de rejoindre la Mecque, les pèlerins de toutes les nations du monde sont réunis à Médina, dans un climat rude, avec des températures élevées, pouvant atteindre les 50 degrés. Ce qui est normal, nous sommes dans le désert d'Arabie, une ville posée à environ 600 mètres d'altitude, un exemple de tourisme religieux. À Touba, des dizaines de sourds-muets sont encadrés pour l'apprentissage et la mémorisation du Saint-Coran. Certains d'entre eux, après des années d'études, sont parvenus à maîtriser et à écrire au complet le livre saint grâce à un système d'éducation adapté à leurs conditions. Ce mardi, Dame Silla, dans sa rubrique Société, nous fait découvrir le dara des sourds-muets de la ville sainte de Touba. Ils sont tous des sourds-muets et pourtant ils apprennent et mémorisent le Coran. Ce dara situé à Touba est exclusivement réservé aux sourds-muets avec un système éducatif particulier. Ils débutent tout d'abord par l'apprentissage de l'alphabet arabe. Ils parviennent à identifier les lettres selon le mouvement de mes lèvres. Au début, ils ont du mal à faire le distinguo, mais au bout de quelques temps, ils commencent à les maîtriser. Certains pensionnaires, après quelques années d'études, ont fini par maîtriser le Coran et à écrire des exemplaires du livre saint. Ces résultats positifs obtenus ont fait qu'aujourd'hui, des apprenants sourds-muets viennent de partout pour intégrer ce dara.
ci biir dëkk bi ak ci bitim dëkk bi yëpp am na fi ñoo xam ne ñu ngi dëkk Tivaouane am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk Kaolack am na ñu dëkk ba Kër Madaro. À Touba comme ailleurs au Sénégal, ils viennent de partout, des enfants sourds muets pour intégrer ce dara. li fi nekk mat na 43 44. Au total, nous avons 44 pensionnaires et avec l'information qui circule, nous attendons d'autres apprenants les prochains jours. Les élèves sont composés d'hommes et de femmes sourds muets. ay góor la ak i jigéen it am na ay góor am na jigéen ji góor ñi ëpp waaye am na ci lu mat juróom-ñeent jigéen wala fukk yoo xam ne ñoom it ñu ngi fi te mënuñoo wax. L'idée de mettre en place ce dara est venue de ce guide religieux qui a vu naître son fils aîné avec ce handicap. En tant que maître coranique, il a jugé nécessaire de lui trouver un mode d'apprentissage adapté à sa situation. ci loolu la dem ba dàqe ba ànd àgg wutal ko kayit mu bind kaamil. Mon fils sourd-muet a écrit 3 exemplaires du Saint-Coran. Le premier, je l'ai remis au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Les autres sont gardés ici. lii mooy kaamilu ñaareelam. Cet exemplaire que vous voyez là en fait partie. Pour l'initiateur de ce dara, être un sourd-muet ne doit pas pousser à l'analphabétisme ou à la mendicité. Il suffit juste de bon encadrement pour réussir la réinsertion sociale. État Sénégal war naa profité ci loolu fexe ba jël ko charge fexe ba jox ko ay moyens. L'État du Sénégal doit prendre en charge l'éducation des sourds-muets. mooy taxaw leen ba nga xam ne képp ku amati doom ku mën a doon rek day jàng. Notre volonté, c'est de recevoir l'apprentissage inclusif, quel que soit le type d'handicap. ñun idée bi ñu jël te fa koy doxee mooy fas nañu yéene réew mi di Sénégal kenn duuti fii ñàkk a jàng ngir ñàkk a mën a wax. Être sourd-muet ne doit pas être un blocage pour apprendre. bari na ay jumtukaay yu ko war a accompagner yoo xam ne bokk na ci ñu tabax leen ay daara bokk na ci jumtukaay yi war a yéwénal daara ji lépp ñu aajowoo ko mu am fa. Reste maintenant de trouver des outils d'apprentissage adaptés et un accompagnement pour le personnel, mais aussi de très bons locaux. ci wàllu ay surveillants ci wàllu ay gardiens yëpp te doole daara ji amul doole jël di leen waral salaire ba war ci ñoom loolu ñu jël leen charge moo xam état bi la moo xam jullit ñi la. Ces sourds-muets font aujourd'hui la fierté de leur famille et de toute la Oumma islamique. Ils participent même dans des concours nationaux sur le Coran et occupent des rangs honorables sur le classement. La 8e promotion de chargé de clientèle et la 5e promotion de responsable d'agence ont reçu leur diplôme après une formation en management et maîtrise des risques, supervision et planification. Anaïs Nianyamane. Ils sont une soixantaine à recevoir leur distinction. Des récipiendaires de la 8e promotion de chargé de clientèle et de la 5e promotion de responsable d'agence. Des diplômes qui viennent sanctionner plusieurs mois de renforcement de capacité en microfinance. C'est un honneur pour moi et c'est un plaisir aussi d'être le major de cette promotion. On était 37 à être formés pour les chargés de clientèle et les 31 ont réussi. Et on a obtenu aussi 14 mentions. Effectivement, c'était pas difficile, en fait, la formation, parce qu'on a dû combiner, en fait, la vie professionnelle et les cours. Bon, même les dimanches, les samedis, on faisait des cours de 8h à 17h. Mais je me dis qu'en fait, bon, c'était bénéfique. Par cette formation, la PSFD apporte une contribution de qualité dans la construction du secteur de la microfinance inclusif et performant au service des populations. Vous savez, dans nos organisations, le capital humain, c'est le vecteur. C'est le plus important. Donc, leur donner ces opportunités de formation, de renforcer leurs compétences face aux défis du secteur, mais aussi, comme vous le savez, face aux innovations du secteur de la finance, leur permettre de mieux appréhender la profession, de renforcer leurs compétences en gestion du risque, mais aussi de leur donner des outils et des moyens qui leur permettent de mieux faire leur travail, d'apporter de la qualité au service des utilisateurs qui sont les Sénégalais et les Sénégalaises, qui sont dans les villes comme qui sont dans le monde rural. En 2023, la microfinance a connu une expansion avec 297 institutions
qui totalise 4 306 771 000 comptes ouverts. Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire s'en félicite et encourage l'ensemble des membres du secteur qui œuvrent à améliorer les conditions de vie des populations. Aujourd'hui, le taux d'inclusion financière de la microfinance s'élève à 19,7% avec 570,5 milliards d'épargne et 752,6 milliards d'encours de crédit. Ces performances sont rendues possibles, sans doute, grâce aux efforts courageux consentis par les dirigeants des SFD, mais également par l'engagement et le soutien des pouvoirs publics, chers récipiendaires. Je voudrais vous accorder une mention particulière en vous félicitant pour les efforts et sacrifices consentis pour l'obtention de ce diplôme de référence. Je vous exhorte à poursuivre cette quête du savoir et de compétences métiers qui rendront sans nul doute votre vie professionnelle motivante et enrichissante tout en contribuant à l'efficacité organisationnelle de vos institutions respectives. Cette 5e édition de remise des diplômes aux récipiendaires pour les promotions de chargés de clientèle et des responsables d'agences au titre de l'année 2023 constitue un moment important pour la vitalité du secteur de la microfinance. Sonatel Academy remet des attestations de fin de formation à 147 étudiants. Ils ont reçu donc leur parchemin ce jeudi dernier donc. Ces Sénégalais sont désormais spécialisés dans plusieurs secteurs du numérique, notamment le développement web mobile, le référent digital, entre autres. Amadou Diallo. Ils sont 147 à être diplômés de l'école du Code Sonatel Academy, la première école de codage gratuite en Afrique de l'Ouest. Répartis dans 5 cursus, ils sont désormais outillés en développement web mobile, développement data, référent digital, assistant digital et Amazon Web Services. Cette promotion 2023 de la Sonatel Academy se distingue par la diversité et l'excellence de ses diplômés. Ces derniers ont même atteint un taux d'insertion professionnelle de 93%. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ce parcours, exigeant mais gratifiant et reconnaissant envers la Sonatel Academy pour nous avoir offert une opportunité unique de coder pour une vie meilleure. Cette expérience restera à jamais gravée dans nos mémoires comme un tremplin vers un avenir prometteur. Sonatel réaffirme ainsi son ambition d'être un leader de l'inclusion numérique et sociale en Afrique. Les formations gratuites et de qualité de l'école du Code Sonatel Academy participent à l'amélioration de l'employabilité des jeunes et à la promotion de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi notre avenir et nos opportunités se trouvent ici, au Sénégal, maintenant. Nous aurons besoin de compatriotes comme vous tous pour y arriver. Nous aurons besoin d'audace, d'enthousiasme, d'énergie, de jeunesse. Je parle d'une philosophie de vie, d'un engagement à être la meilleure version de soi-même, d'un engagement à être utile, d'un engagement à être allergique aux excuses, d'un engagement à honorer son nom, d'un engagement à honorer sa famille et à honorer son pays. Animé par l'envie d'apprendre, vous avez tenu le rythme, bravé les défis, surpassé la fatigue. Vous avez acquis des compétences techniques de pointe certifiées qui vous ont ouvert la voie d'une insertion réussie. Félicitations. Le gouvernement s'engage aux côtés de Sonatel en faveur de la promotion de l'inclusion numérique. La cérémonie d'aujourd'hui n'est pas simplement une occasion de remise de diplôme. Il s'agit d'un véritable symbole de persévérance et de travail de longue haleine pour bâtir une relève à la pointe de l'excellence sur un domaine catalyseur, le numérique. Je me réjouis davantage de ces prouesses car
Elles adressent des problématiques identifiées comme prioritaires par le gouvernement du Sénégal, notamment l'employabilité des jeunes et l'inclusion numérique. Depuis son lancement, Orange Digital Center a formé plus de 982 jeunes à l'école du Code Sonatel Academy et a touché au moins 27 389 personnes à travers ses programmes de renforcement de capacités implantés dans plusieurs universités sénégalaises. Jeu d'échecs, les amateurs de la discipline s'étaient donné rendez-vous aux Almadies. Un jeu de l'esprit qui demande beaucoup de concentration. Le podium a vu 3 joueurs assez chevronnés occuper les marches. Reportage Jacob Dirtanahaniaï. C'est l'une des parties des jeux d'échecs les plus importantes, mais aussi les plus passionnantes de la saison 2024. Ici, le but du jeu, infliger un échec aimant au roi, aussi bien au niveau des 64 cases noires et blancs. Je pense que le jeu d'échecs actuellement est en train de se développer dans tout le Sénégal, la fédération actuelle. Donc il y a beaucoup de clubs qui sont en train de s'ouvrir, beaucoup de ligues qui sont en train de s'ouvrir dans tout le Sénégal, de plus en plus de jeunes qui sont en train d'apprendre le jeu dans les écoles, etc. Et je pense qu'il y a un vrai engouement et je pense qu'il y a un énorme potentiel au Sénégal parce que lorsqu'on voit le développement du jeu de dames, on espère, Inch'Allah, que le jeu d'échecs aura la même dynamique. Le niveau est très élevé, le niveau des joueurs de manière globale, il augmente. Ça fait très plaisir. Ça fait aussi plaisir qu'il y a des tournois qui sont organisés où des bénévoles prennent le temps d'organiser les tournois pour nous, les joueurs. Donc j'en profite d'avoir le micro pour les remercier et de remercier tous les bénévoles qui donnent leur temps pour le développement du jeu d'échecs au Sénégal. Le jeu d'échecs est bien inscrit au jeu des JOJ de Dakar 2026, d'où la présence, la participation massive remarquée des jeunes. J'ai commencé récemment à jouer aux échecs en 2020 parce que j'avais suivi une série du nom le jeu de la dame et je me suis dit qu'il faut que j'apprenne à jouer ce jeu. Depuis ce jour, j'ai commencé à jouer. La question de genre pour les échecs n'existe pas. On peut dire même que pour les jeux d'échecs, la femme est plus forte que l'homme. Parce que c'est la dame qui protège le roi. Donc ce que je vais dire à mes sœurs, c'est de venir nombreuses et venir jouer aux échecs. C'est un jeu passionnant. Dimanche prochain, un grand club de Dakar va organiser une grande partie. Et cette fois, on attendra des parties rapides, des parties longues, mais surtout le blitz. Basket pour terminer, Assane Seck Université Club a été hier dominé à domicile à Ziguinchor par le Dakar Université Club, 57-75, un match comptant pour la dernière journée du championnat. Du côté des dames, le CMT s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Sénégal après le forfait de l'UCAD. Mais auparavant, elle s'était déjà qualifiée pour les playoffs. Michel Mendy. 57-75, c'est le score final de la rencontre entre la ZUC de Ziguinchor et le DUC pour la dernière journée du championnat 2023-2024. Face à une équipe redoutable et très expérimentée, les Ziguinchorois n'ont pas pu résister à l'assaut des Dakarois. Ils se sont montrés très agiles et efficaces dans les premières minutes de jeu. C'est un match qu'on aurait aimé gagner. Voilà, donc aujourd'hui on a joué contre le DUC. Donc le DUC, ce n'est pas un nom qu'on présente dans le basketball sénégalais. Donc c'est vraiment un très grand club. Voilà, on avait bien démarré en tout cas au premier quart-temps. Mais après, avec l'expérience, donc ils sont revenus et ils ont repris le match à main et voilà. C'était pas évident parce qu'on allait à un terrain inconnu, qu'on n'a jamais joué ici. L'équipe a gagné presque tous ses matchs d'ici. Donc il fallait être présent surtout sur le plan défensif. Mais d'emblée, on fait trop de fautes. Donc on était obligé de miser sur notre attaque. Faire des attaques rapides, écarter le jeu. Et quand même, on avait une réussite quand même. On avait une réussite surtout au niveau des tirs à 3 points. Ainsi, Assane Seck Université Club perd un match important pour la qualification au play-off. Mais il aura l'occasion de se racheter dans les matchs play-down pour se maintenir en première division. On va se préparer, comme d'habitude, pour pouvoir bien entamer cette partie-là du championnat et pouvoir vraiment assurer le maintien en première division. Là, nous sommes vraiment très fiers du public qui est venu depuis le match passé contre l'ASFA. On leur dit que les choses ne sont pas encore terminées. Il y a les play-downs qui arrivent, il y aura des matchs encore ici. Donc nous leur convions vraiment à
à venir nous soutenir davantage pour que l'équipe puisse se maintenir en première division. Pour le Dakar Université Club, l'heure est déjà aux préparatifs des playoffs. On va faire une évaluation pour voir si on a les moyens d'aller plus loin au niveau des playoffs. Parce que les playoffs, on va jouer au moins 6 matchs. Donc il faut y aller faire une évaluation objective, voir si on a les moyens par rapport à nos joueurs, tout ça là, pour pouvoir fixer d'autres objectifs. Du côté des dames, le CMT est donné vainqueur des huitièmes de finale après le forfait de l'UCAD absent au rendez-vous. Mais sa prouesse la plus importante reste la qualification aux playoffs des femmes après seulement 4 ans en première division. C'est historique ici en Casamance. Ça fait plus de 20 ans ou 25 ans. Aucune équipe ne s'est qualifiée en playoff. Donc on s'est qualifié en playoff. On a besoin de prières d'abord. On a besoin de moyens financiers parce que vous savez que c'est très difficile. Le CMT, c'est une équipe de filles qui cotisent pour aller jouer en Ligue 1. Donc on a fait les phases de 14 matchs sans moyens. Donc on espère avoir un peu de moyens face au playoff. Le public dynamique qui s'est déplacé massivement au stade municipal de Ziguinchor est invité à revenir accompagner les équipes de la région pour les matchs des week-ends prochains. Ce journal se termine justement sur cette note avec ce match de basket à Ziguinchor. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et rendez-vous à 23 h pour d'autres nouvelles. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis.